Bonjour à tous, ici le Geekophile et je suis toujours avec Florent. Salut. Et on va se retrouver après vous avoir parlé des Césars, un peu tardivement, je le conçois. On va vous parler des Oscars avec les différentes nominations, avec cette première vidéo qui va vous présenter les Oscars, et on reviendra dans une autre vidéo quand on a un peu plus tard, quand j'aurai un peu rattrapé certains qui me manquent encore, les films, on va dire, qui sont nommés et surtout les par catégorie avec nos pronostics. Donc, première partie que vous allez voir aujourd'hui, ce sont la présentation des films et on reviendra pour les pronostics. Voilà, il y a juste 5 films dans la section qu'on n'a pas pu voir parce qu'ils sont pas encore sortis en France, c'est dommage. D'autres qui ont été annulés au dernier moment visiblement. On parlera pas des documentaires parce que là c'est vraiment très difficile à trouver. Et les courts-métrages, fiction, tout ça, là non plus, on n'est pas allé jusqu'à. On se retrouve donc juste après le générique. Et donc on va commencer avec la présentation, donc par nomination, donc du plus nommé au moins nommé. Donc avec 12 nominations, on a Power of the Dog. Alors Power of the Dog, on va essayer de présenter rapidement. Alors c'est un film qui parle de... C'est un genre de western. C'est un western où on va suivre l'histoire donc de deux frères qui sont des cowboys, mais vraiment dans l'histoire vraiment des cowboys, c'est-à-dire les mecs qui élèvent des garçons de ferme quoi. Et qui vont donc être interprétés par Benedict Cumberbatch et j'oublie... Jesse Plemons. Voilà, Jesse Plemons. Et en fait ces deux cowboys sont très différents. Il y en a un qui est très froid, viril, très américain, on est droit dans nos bottes et on marche dans la boue. Et l'autre qui est plus subtil, plus délicat, voilà, on va dire. Administratif plutôt. Et donc ces deux frères sont un petit peu dans l'opposé et ils vont... il y en a un des deux qui va tomber amoureux d'une femme, veuve, et ça va pas être au goût du premier frère. Veuve qui a un enfant. Et de là, il va y avoir quelques aventures, on va dire, sur ce trio conflit amour. Voilà. Alors, avec 10 nominations, on a Dune, donc disons la première partie, visiblement, de Denis Villeneuve, donc voilà, grandiose réadaptation du bouquin de Frank Herbert, avec cette histoire d'une planète où on trouve une épice qui permet à peu près tout, se droguer, faire fonctionner des vaisseaux, faire des espèces de trous de verre pour traverser l'espace, tout ça. Et on va avoir des espèces de guerres entre maisons qui vont vouloir trahir la première, se réimposer, une famille laissée à l'abandon dans l'exil. Voilà, c'est un très beau film d'aventure et de science-fiction, très bien développé, voilà, avec tout le raffinement, tout le grandiose, le gigantisme de Denis Villeneuve. Et oui, donc vraiment très très bon film, très marquant de l'année 2021. Alors, avec 7 nominations, on a West Side Story. Alors West Side Story, est-ce que j'ai besoin de raconter l'histoire? Bon, c'est un Roméo et Juliette contemporain, qui se passe dans les années 60, si je dis pas de bêtises. Avec les latinos. Avec les latinos. Donc là, on se passe à New York, et on va avoir un conflit entre les blancs et les latinos. On va avoir du coup cette histoire d'amour impossible entre une latino et un américain blanc. Donc avec ces conflits qu'on retrouve dans l'idée de Roméo et Juliette. Et là c'est réalisé par Steven Spielberg. C'est un remake de la comédie musicale d'origine, ça c'est important de le dire. Au niveau des musiques, on retrouve les musiques d'origine qui sont en fait reprises, réarrangées un petit peu au niveau musical, mais sinon les mêmes. Et voilà, on a juste la réalisation qui va être un petit peu différente. Avec 2-3 ajouts, avec un personnage transgenre, je crois. Non, c'est ça. Pour l'actualiser un petit peu, ils ont essayé d'amener un petit peu de côté contemporain au film. Ouais, c'est tout à fait. Alors, avec cette nomination, on a aussi Belfast, donc le deuxième film de Kenneth Branagh de l'année, qui va visiblement être un petit peu semi-autobiographique. On voit suivre un gamin, donc il doit avoir, je sais pas, peut-être 7-8 ans, au milieu vraiment de la guerre civile à Belfast, où on va avoir dans cette Irlande complètement déchirée qui va amener à cette séparation entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, le conflit à la fois politique, religieux, les protestants et les chrétiens, avec les curés qui vont dire non, il faut devenir chrétien parce qu'être protestant ça va vous mener en enfer, tout ça, et le gamin qui va être perdu et se dire c'est incroyable ce qui se passe ici, je comprends rien et tout,
qu'est-ce qu'on essaie de me donner comme voie à choisir, et lui qui va juste être à vouloir draguer la fille de son école, tu vois, qui va être vraiment dans l'insouciance au milieu de la guerre. Donc il y en a qui comparaient par exemple à un Billy Elliot. Billy Elliot qui était vraiment dans les conflits par rapport à Margaret Thatcher, qui avait des lois contre les mineurs, tout ça, et le gamin qui était perdu. Là c'est un petit peu ça en Irlande. C'est très touchant, il y a des passages par exemple avec les grands-parents qui sont très très beaux, et vraiment c'est une petite bulle de bonheur, donc il a totalement sa place aux Oscars. En plus c'est film en noir et blanc, un petit côté un petit peu film d'auteur. Alors avec 6 nominations, on a La Méthode Williams. Alors Méthode Williams, ça va être un film donc biopic sur les sœurs Williams, donc qui sont deux grandes tenniswomen de l'histoire du tennis. L'une a gagné, alors il y a une qui est une multi-recordman de ce qu'elle a gagné. Et ici on va parler de leur jeunesse, avec notamment une famille un petit peu particulière, puisqu'on va avoir un père et une mère qui vont être à fond dans le coaching, à fond dans la compétition, notamment le père qui va prédire que ses filles vont réussir, il va les booster, ils ont zéro moyen mais il va les former et il va se battre pour que l'une des deux, au début en fait l'une des deux ait une formation pour devenir tenniswoman et ensuite puisse être formée et devenir une vraie championne, en espérant que sa deuxième fille, qui est aussi une future championne, arrive à obtenir aussi cette formation ensuite. Là c'est très intéressant sur le jeu des acteurs et c'est notamment là que ça va être nommé, puisque on va vraiment avoir un jeu d'acteurs. Au niveau de la réalisation ça reste assez simple, mais ça reste assez sympa à regarder et c'est un bon biopic si vous cherchez un biopic sur le tennis et que vous aimez bien le tennis. Ça fait un peu American Way, tu vois, je peux réussir si j'ai tout mon courage et toute ma passion. Alors on entre avec 4 nominations, on a Drive My Car, donc ce film japonais qui va parler d'un metteur en scène qui va pas pouvoir conduire sa propre voiture dans la nouvelle pièce présente parce que les assurances ne veulent pas, donc il va se retrouver passager de sa propre voiture avec une chauffeuse, Drive My Car, où il va disons réécouter les enregistrements de sa pièce qu'il va lui-même interpréter avec une petite troupe. Donc c'est un film sur le théâtre, c'est un film aussi visiblement sur la construction après un deuil. Voilà, moi j'ai bien aimé le film, je trouvais que tout le monde l'encensait en disant c'est un chef-d'œuvre, officiellement c'est un chef-d'œuvre. Ok, bon pourquoi pas, voilà. Ça fait quand même assez souvent qu'on parle de ce film parce que j'en avais parlé dans les meilleurs films que j'avais vus en août. Il a été nommé meilleur film étranger aux Oscars, au César, c'est un film qui apparaît partout. Donc bon, visiblement ça a l'air plus réussi que ce que j'ai pu moi-même le percevoir. Voilà. Don't Look Up. Voilà, Don't Look Up, production Netflix. Cette fois-ci, donc c'est un film donc qui a fait aussi grand bruit puisqu'il va parler donc de scientifiques, un scientifique et une doctorante en astrophysique qui vont en fait un jour observer une astéroïde. Oh génial, une astéroïde. Mais attends, c'est quoi la trajectoire? Ah, ça se rapproche vachement de la Terre. C'est moins génial. Ah, attends, mais en fait, elles nous font dessus. Ah, mais en fait, il nous reste quoi? 2-3 mois à tout casser? Ah merde, mais comment on fait? Et là, de là, vont arriver. On a une catastrophe imminente qui arrive, qui va être à l'origine de l'extinction de l'humanité et de toute vie sur Terre. Et on va se dire, bah, il faut convaincre les politiques de faire quelque chose. Donc amener ça sur le devant de la scène, etc. Avec tout ce conflit de les médias qui vont présenter les choses de manière drôle parce qu'il ne faut pas montrer le drama, les politiques qui vont pas avoir leur intérêt parce que oui mais il y a les élections bientôt. Et je trouve c'est intéressant, côté très politique, de comment on ne parle pas du réchauffement climatique mais on utilise un moyen détourné de parler du réchauffement climatique et du fait que personne ne fait rien sur ce dérèglement. Ou même pire, la caricature de Steve Jobs qui va essayer de profiter c'est ça, de cette situation. Voilà. Donc c'est très bien comme ça tire en tout cas. Alors, Nightmare Alley, c'est le nouveau Guillermo del Toro. Donc on en avait parlé dans la vidéo de janvier. Voilà, donc ce mentaliste qui va essayer de trouver du boulot, disons. Voilà, au début c'est juste un gars qui cherche du boulot, qui se dit tiens, mentaliste ça a l'air pas mal. Si je trahissais ces personnes qui gèrent ce cirque, je vais peut-être pouvoir faire mon petit business, et qui va entrer ensuite en une espèce de forme de thriller comme ça, un petit peu perverse, qui vaut vraiment le coup, je trouve, pour sa direction artistique, un petit peu pour le jeu des acteurs,
qui est très prenant, qui retranscrit, comme ce qu'on avait dit, le côté conte, film noir, à la lisière du fantastique, qui est très plaisant. Et voilà, on avait beaucoup aimé tous les deux, un truc très raffiné en tout cas. Et on arrive avec 3 nominations. Donc on a Mourir peut attendre. Alors Mourir peut attendre, c'est le dernier James Bond, le dernier avec Daniel Craig, puisque c'était son dernier film sous le costume de James Bond. T'es sûr que c'est le dernier? Alors là, il y a peu de doute, on n'en dit pas plus sur la fin, si vous ne l'avez pas vu, mais en tout cas, il y a un élément qui nous amène à penser que là, c'est bien terminé pour Daniel Craig en tant que James Bond. C'est subtil. C'est subtil, il faut bien regarder. Et du coup, donc là voilà, c'est le film d'action, enfin un des gros films d'action nommés en fait aux Oscars cette année. Alors ensuite, moi j'ai The Lost Daughter. Donc c'est un film sorti sur Netflix de Maggie Gyllenhaal, donc la sœur de Jack Gyllenhaal, qui a réalisé, je crois que son premier film avec l'actrice qui joue dans The Crown, donc, la reine actuelle dans The Crown. Et là, en fait, c'est une femme qui va se retrouver en Grèce, toute seule, sans sa fille, et elle va se retrouver un petit peu oppressée par les gens qui l'entourent. Elle va voir une fille qui a une fille elle-même, donc elle va essayer de s'immiscer au milieu de tout ça. Il y a un côté assez touchant, mais je pense que je suis passé un petit peu à côté du film. J'ai pas vraiment été pris par l'émotion. Voilà, en fait, c'est vraiment une quinca toute seule, perdue en vacances, avec ses relations avec toutes les autres personnes qui l'entourent. Encanto. Encanto, alors c'est donc le dernier Disney. Un dernier Disney qui est sorti l'année dernière, qui va nous raconter l'histoire de la famille Madrigal, qui est donc une famille, alors je ne sais plus quel pays d'Amérique du Sud. Colombie. Ah bah voilà, Colombie. Et en fait, c'est donc une famille qui a la particularité d'avoir des pouvoirs, enfin chaque membre de la famille a des pouvoirs, à l'exception de notre personnage principal, qui elle n'a pas de pouvoir et on ne comprend pas vraiment pourquoi. Et il va y avoir tout un côté relations familiales, conflits familiaux qui vont amener peut-être à la chute de cette famille qui vit dans un paradis sur Terre. Voilà, c'est presque un film de super-héros aussi. Ouais, il y a un côté, plus ou moins quoi. Being the Ricardos, donc c'est un film Amazon Prime. Donc là, c'est un film qui se passe dans les années 50 ou 60, quand Hollywood cherchait les communistes. Voilà. Ah oui. Et en fait, le film se déroule autour de l'histoire d'une sitcom plus ou moins réelle de l'époque. On va avoir tous les conflits ou toute la difficulté de réaliser un épisode pour cette époque-là, avec ce couple vedette à la ville et à l'écran. Donc c'est Aaron Sorkin qui réalise et qui écrit le film. Donc on a énormément de dialogues, peut-être trop. C'est un rythme qui est assez lourdeau parfois. C'est dommage d'ailleurs par rapport à ce réel. Et vu que ça parle d'une série américaine, on est un petit peu extérieur à tout ça. Donc moi j'ai beaucoup de mal à vraiment m'impliquer. Ça vaut pour le jeu de Nicole Kidman et de Javier Bardem qui joue ce couple bien mis en avant. Après le film en lui-même, pas plus passionné que ça. The Tragedy of Macbeth. Alors, The Tragedy of Macbeth, c'est une énième adaptation de la pièce de théâtre de William Shakespeare. Ici, adaptation en termes de texte complètement le texte d'origine, quasiment complètement, je dirais. Au niveau de la mise en scène, on a une mise en scène plus contemporaine avec des décors très neutres, très bétonnés, pour faire un côté un petit peu contemporain. Avec des décors très minimalistes, des costumes un peu minimalistes aussi, et un jeu d'acteur plutôt très bon, c'est ça qui fait aussi le film. Donc ici on a une version noir et blanc réalisée par un des frères Cohen, qui pour une fois est tout seul. Voilà. C'est ça, tout à fait. Alors, Licorice Pizza, donc le nouveau Paul Thomas Anderson, donc qui parle un petit peu comme Belfast, plus ou moins de sa jeunesse, avec cette histoire d'un ado qui doit avoir 15-16 ans et sa relation amoureuse avec une fille qui a 25 ans qui n'ont rien à foutre ensemble et qui finalement vont tomber amoureuses. Donc c'est vraiment une bleuette sur l'époque, comme on en parlait dans la vidéo de janvier d'ailleurs, voilà, qui retranscrit bien avec le grain de l'époque, les musiques d'époque.
comment dire, le kitsch de l'époque aussi. Ouais, c'est très plaisant, c'est une petite bulle de bonheur avec une histoire de politique un petit peu en fond comme ça. D'ailleurs, dans le film, c'est la crise du pétrole. Oui. Bah, on vit exactement. On aurait dû le voir un mois plus tard en fait. Très prémonitoire. Peut-être pour ça qu'il va être mis en avant, je ne sais pas. Alors, le meilleur film de la sélection, Coda. Alors on va essayer de pas trop être méchant, on va essayer d'être objectif, enfin... bon. Qu'est-ce que tu penses des remakes américains de films français? Alors, ça dépend, mais là c'est un petit peu un peu comme LOL USA. Je sais pas si vous avez vu LOL USA. LOL USA qui était un remake presque plan pour plan de LOL. Et là en fait on part sur La Famille Bélier, qui est un film qui est sympa mais sans plus, qui est un peu quand même pathos. Et là on reprend presque plan pour plan. La réalisation est peut-être un peu plus jolie, ça c'est vrai, mais sinon on reste pratiquement sur la même chose. Il y a une petite différence, au lieu que ce soit des agriculteurs, là ce sont des pêcheurs. Bah oui, du coup ça n'a rien à voir. Et du coup, voilà, c'est au lieu de négocier le prix de leur grain, ils négocient le prix de leur poisson. C'est pas très intéressant parce que nous en plus on l'a déjà vu en tant que français. Les mêmes blagues, donc c'est un peu... un petit peu... Voilà, bref. En fait, moi j'ai lancé le film et au bout de 15 minutes, je me suis dit, mais attends, ça ressemble vachement à La Famille Bélier. Puis le moment, je fais, non mais c'est un copier-coller. Mais c'est vraiment un copier-coller. Et ça, c'est nommé aux Oscars. C'est vraiment copier-coller et là, ça est même limite insultant. Presque. Alors, dans un film qu'on n'a pas vu tous les deux, on a Flea. Donc c'est un film qui est à la fois nommé en meilleur film étranger, meilleur documentaire et meilleur film d'animation. Donc visiblement, ça parle de l'histoire racontée par l'adulte de sa propre enfance d'Afghanistan, de petit Afghan qui quitte son pays pour aller jusqu'au Danemark. Donc voilà, c'est son épopée pour trouver la liberté et tout son périple. Donc visiblement c'est très beau, c'est très touchant, c'est un côté un peu aventure, militant. Donc moi j'ai hâte de le voir. Je sais pas quand il sortira en France, mais ça a l'air vraiment très réussi. Donc on arrive avec 2 nominations, donc on a Cruella. Cruella, c'est un live action préquel des 100 Dalmatiens, où on va voir en fait comment va naître entre guillemets le personnage de Cruella, joué par Emma Stone ici, donc production pour... alors non, c'était pour le cinéma, j'allais dire production plus, mais non, c'était pour le cinéma. Après oui, c'est un petit peu dommage qu'on crée une méchante à la méchante pour rendre Cruella moins méchante. Bon, il y a peut-être 2-3 facilités, c'est très joli. Voilà, la réalisation de Gillespie est plutôt bonne. Le côté Toolbox années 70 londonienne, 60 londonienne, ça marche bien. Je n'irai pas plus loin. Donc on a Julie en 12 chapitres. Donc ce film scandinave qui a eu beaucoup de succès, donc qui parle un petit peu côté Bridget Jones, auteur actuel de cette femme qui a la trentaine, qui vit vraiment dans son époque avec toute cette liberté sexuelle, tout ce cheminement pour s'affirmer. C'est aussi un film sur la censure, sur qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut plus dire. Il y a un côté très poétique, très touchant, où vraiment on a envie de voir jusqu'où va aller cette femme dans ses relations amoureuses et sexuelles. C'est plutôt bon, voilà, j'ai bien apprécié le film. Tic Tic Boom. Tic Tic Boom, c'est donc une comédie musicale réalisée par Lin-Manuel Miranda, qui est une adaptation d'une pièce donc de comédie musicale qui existe, qui est une pièce autobiographique donc d'un auteur de comédie musicale qui explique comment il a créé sa première comédie musicale, comment il a essayé de la faire monter sur scène, etc. Comment il a eu du mal avec toute l'industrie de la comédie musicale, toutes ces galères d'écriture, etc. Et qui se mérite qu'au niveau réalisation, il y a de très bonnes idées, notamment on a souvent parlé de la scène de la piscine, qui est plutôt bien réalisée, entre autres, et moi je pense aussi à la scène du diner que j'adore. Ouais. Donc voilà, film très sympathique en termes de comédie musicale. Une vraie mise en abîme pour le coup. Alors, Madres Paralelas, donc le nouveau Almodóvar, voilà, qui parle de ses enfants qui ont été échangés à la naissance. Voilà l'erreur, un petit peu comme dans La vie est un fleuve tranquille. Et du coup, une des mères qui se dit, mais attends, c'est vraiment mon gamin ou pas? Et l'autre mère qui est pas au courant, alors est-ce qu'il faut prévenir l'autre mère pour récupérer son gosse? Est-ce
qu'il faut laisser faire les choses. Voilà, c'est vraiment un thriller, mais il y a une espèce de douceur. Les relations entre ces deux femmes sont très très touchantes, avec en fond l'histoire de retrouver des corps d'une ancienne guerre espagnole. Voilà, c'est assez profond, j'ai vraiment beaucoup aimé. Dans les yeux de Tammy Faye. Alors, Dans les yeux de Tammy Faye, ça fait partie des films qu'on n'a pas vu ni l'un ni l'autre. Qui devrait sortir fin mois, Ouais, c'est ça. mais juste avant les Oscars, donc c'est trop compliqué. Ça va être compliqué de vous en parler et de monter la vidéo, tourner et monter la vidéo, donc on en parle là rapidement. Ça parle donc de. Alors, je vais y arriver. Télé-évangéliste. C'est ça, une télé-évangéliste. J'en ai pas vu grand chose moi, donc c'est vrai que. À voir ce que ça donnerait en vrai, je vais essayer de le voir quand même, mais. C'est visiblement plus un biopic Ouais. sur cette star de la télé évangéliste de l'époque, années 70, et de son mari qui a eu des histoires un peu troubles. Mais oui, j'ai vraiment hâte de le voir. Donc voilà, à voir. Alors, avec une nomination, on a Un prince à New York 2, que j'ai vu juste pour cette vidéo. Donc j'ai vu Un prince à New York juste avant, que je trouvais vraiment bon, voilà, une bonne comédie romantique assez fantasque comme ça, qui était bien dans son jus fin 80, début 90. Mais alors la suite, c'est vraiment genre, on prend le premier film, on ajoute 2-3 idées, on tourne en studio 2-3 scènes, c'est comment dire, ultra paresseux quoi. Ouais. C'est ringard dès que c'est sorti. Je crois que c'est nommé dans meilleure coiffure, ouais, pourquoi pas, mais si vous avez vu le premier, c'est juste une redite, donc avec cette histoire d'un pays africain fantasmé, avec le prince donc, qui arrive au pouvoir à la mort de son père, et en fait il retrouve son fils illégitime, parce que du coup il est appelé le bâtard dans le film, donc il retourne aux États-Unis pour le récupérer, et lui, donc ce fils, il se dit est-ce que j'ai envie de me marier avec cette femme qui m'est promise pour régler une espèce de conflit guerrier avec un autre peuple. C'est assez lourdeau, ça se veut une espèce de romance, les blagues tombent à plat quasiment tout le temps, et au niveau réel c'est même pas vraiment intéressant quoi. Alors, Free Guy. Alors Free Guy, c'est un film qui est donc, nous on l'a vu sur Moi je l'ai vu aussi. le cinéma, ouais c'est ça, ouais. Oui, j'allais dire c'est Netflix, mais non je confonds. Non, c'est bien sorti au cinéma. C'est donc comme une adaptation de jeu vidéo, mais ce n'est pas une adaptation de jeu vidéo. C'est dans un monde qui ressemble un petit peu à GTA. On a l'histoire d'un PNJ, donc un personnage non joueur, qui du jour au lendemain va prendre conscience de en fait qu'il peut surpasser les règles en gros. Et il va se rendre compte que les porteurs de lunettes, en fait, qui sont considérés comme des héros ou des dieux dans ce monde, et bien en fait quand il récupère leurs lunettes, il a des facultés particulières qui vont le faire sortir de son rôle, et ça devient très intéressant avec ce côté codeur et cette double réalité de on est dans le monde réel et en même temps il y a le monde virtuel qui est plutôt bien foutu, et du coup je sais pas s'il n'y a pas les effets visuels pour lesquels nommer. Oui, certainement. En tout cas c'est plutôt bien fait. Alors, House of Gucci, donc le deuxième Ridley Scott de l'année dernière. Donc, c'est dommage de voir le dernier duel qui est pas nommé aux Oscars. Complètement con, mais on met House of Gucci qui est pas terrible, très très long, donc il parle du coup du meurtre sanglant. C'est le début du film. Cet héritier Gucci. Et de toute l'histoire horrible de sa famille, à base de manipulation, de trahison, de création, de doute, de vengeance. C'est long. C'est long, voilà. L'histoire, je te quitte, je te trompe, je veux maintenir l'entreprise à flot. Et ce qui est très con, c'est que ce qu'on disait, c'est que le Ridley Scott à côté était nommable au moins dans les costumes, parce que les costumes. Ou le scénario. Ou même le scénario. Ouais. Parce qu'il y a des choses très intéressantes que là, celui-là n'a pas en fait. Il est pas intéressant. Je comprends pas les nominations, mais on y reviendra quand on parlera des catégories. Ouais, j'ai failli le mettre dans les déceptions de l'année d'ailleurs. Ouais. Raya et le dernier dragon. Alors Raya et le dernier dragon, c'est le deuxième Disney, enfin c'est le premier Disney on va dire qui est sorti l'année dernière, avant Encanto. Là ça va parler de Raya, donc une jeune fille qui va se lancer à la recherche du dernier dragon, puisqu'il y a toute une légende en fait dans son pays, où il y a un artefact qui enferme, alors je ne sais plus, qui enferme donc une menace, une genre de
fumée, brume, etc. qui est bagarré par tous les peuples humains qui sont séparés. Et un jour, eh bien, il y a catastrophe, cet artefact est brisé, libère la menace, et le seul espoir, ce serait de retrouver le dernier dragon, et cette Raya va se lancer à la conquête de ce dernier dragon. Donc c'est le voyage dans les 5 terres de cette espèce de pays dragon. Voilà, et visuellement, c'est un beau dessin animé. Oui, c'est sympa. Ouais. Les Mitchell contre les machines. Plus intéressant, plus intéressant. Ouais. Un film sorti directement sur Netflix, avec cette histoire du coup d'une fille dans une famille qui est très créative sur internet, tout ça, qui fait des mèmes, qui veut entrer dans une école d'art. Et le jour où elle va entrer dans cette école d'art, il y a un très gros problème, c'est que un gars a créé une intelligence artificielle sur des robots d'assistance. Ça pète les plombs, les robots attaquent les humains pour les enfermer dans des grandes prisons. Et disons que les Mitchell, c'est un peu les derniers à pas être encore enfermés, et qui vont essayer, dans une espèce de course contre la montre cavale, de sortir de là pour libérer les autres, avec des Furby géants. C'est complètement délirant. C'est un très bon film sur les relations familiales. Sur, d'ailleurs, c'est très très drôle. Ouais, c'est drôle. Il y a des très bonnes idées visuelles. C'est ça, il y a de très bonnes idées visuelles, et puis c'est très intéressant. Ça me faisait penser un petit peu à Tempête de boulettes géantes dans l'idée d'animation, et puis dans le côté très fun, très dynamique et tout. Et moi je trouve que ça marche beaucoup mieux que beaucoup de dessins animés qui sont présents aux Oscars. Que par exemple Lucas. Lucas, voilà, c'est donc le dernier Pixar cette fois-ci, Disney Pixar, qui va nous dire, donc Pixar aime bien nous dire telle chose a des émotions, etc. Là c'est des Italiens ont des émotions, avec donc une histoire, non j'exagère un peu, mais ce sont des histoires donc, de deux enfants qui sont mi-homme, mi-poisson, et lorsqu'ils sont dans l'eau ou en contact de l'eau, ce sont des hommes poissons, et à l'extérieur de l'eau, en fait, ce sont des humains ordinaires, en fait, ils semblent ordinaires, et en fait, ils tombent amoureux de ce magnifique objet qu'est la Vespa. Et il y a un concours qui permet de remporter cette Vespa, et ils vont se lancer dans cette Vespa en s'associant à une demoiselle qui, depuis plusieurs années, se prépare à ce concours pour essayer de gagner la fameuse Vespa. Par la Santa Ricotta. La Santa Ricotta. Ouais. Sympathique aussi, voilà. Ça fait partie de mes déceptions. Ouais. Alors on continue avec des films italiens, avec La main de Dieu. Alors, c'est un film sorti directement sur Netflix. Visiblement, ça parle aussi de l'enfance du réalisateur, qui est italien. C'est un film qui dure 2h30, donc qui se passe à l'époque où Maradona jouait pour Naples. Donc tu as tout un regard visiblement sur l'enfance qui se dit « Oh, je suis super fan, oh super, il est à Naples, oh si je le vois, c'est parce qu'un demi-dieu si je le croise. » Donc il est vu vraiment comme une espèce de figure fantasmée, ce Maradona. Et on va avoir toutes ces relations familiales, sa découverte de l'amour du cinéma avec les réalisateurs italiens d'époque. C'est assez nébuleux en fait, c'était pas à fond dans la connaissance technique et historique de ce cinéma, ce que je n'ai pas encore forcément. Mais j'ai un peu de mal à m'attacher vraiment au personnage. T'as des situations qui sont vraiment étranges d'un point de vue sexuel par rapport aux parents. Je comprenais pas vraiment où ils voulaient aller, et je trouvais qu'il y avait d'autres films de ce réal, genre Youth, où j'étais beaucoup plus pris dans l'histoire, dans le développement. Là j'étais un petit peu de côté. Alors, Shang-Chi. Alors Shang-Chi, c'est l'un des 4 Marvel sortis l'année dernière, 5 Marvel. Ouais, on a eu trop. Donc un des 4 du MCU, avec donc d'autres films. Là on a ici le personnage de Shang-Chi qui est un des personnages très secondaires de l'univers de Marvel, même dans les comics. Suite à un petit souci technique, la vidéo a malheureusement été coupée, ainsi que le son, donc j'enregistre une toute petite partie de cette vidéo en audio, en vous faisant entendre du coup la fin de Shang-Chi. Alors Shang-Chi, donc comme je disais, c'est un film qui parle d'un personnage très secondaire de l'univers Marvel, qui va nous avoir toute une histoire avec l'histoire du vrai mandarin, et cette quête d'un monde très étrange avec des dragons, etc. Pour sauver l'épouse de Shang-Chi notamment, et un film donc plutôt sympa qui a été nommé notamment dans les effets visuels. Et puis je parle aussi de Spider-Man No Way Home, qui à la base était présenté par Florent,
et qui malheureusement suite à ce souci a été coupé au montage. Du coup je vous présente rapidement Spider-Man No Way Home. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? Spider-Man, ça parle évidemment donc de Spider-Man, de Peter Parker. C'est le 3e tome qui fait suite directement à Spider-Man Far From Home, où à la fin, eh bien, l'identité de Spider-Man en Peter Parker était révélée, ce qui va poser un problème à part Peter Parker qui ne pourra pas accéder à ses études supérieures à cause de cela, lui et ainsi que ses amis. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il demande au Docteur Strange d'annuler le sortilège, enfin, via un sortilège, annuler la révélation de son identité et que tout le monde oublie qui est Peter Parker, sauf quelques exceptions. Ce sortilège va mal se passer et eh bien, il va y avoir une faille au niveau des dimensions qui va se former et différents Spider-Man vont se retrouver dans la réalité de Spider-Man. Voilà, et je vous laisse reprendre le reste de la vidéo avec Florent et moi. Four Good Days. Alors Four Good Days, donc ça parle donc d'une femme qui apparemment retourne donc chez sa mère pour passer 4 jours sobres, puisqu'il lui faut 4 jours sobres pour avoir accès à un traitement. Visiblement ça a l'air assez mélancolique, ouais. Les Américains à petits larmes, enfin sur le papier moi ça donne pas j'ai un petit peu peur, mais ouais, je pense qu'il finira sur une plateforme genre Amazon. Oui, sûrement, oui. Pourquoi pas. Et le tout dernier, c'est l'école du bout du monde. Alors apparemment, c'est un prof qui est envoyé au Bhoutan, donc vraiment dans les hauteurs des montagnes, pour entrer dans une école et faire l'éducation pour des enfants qui n'attendent que ça. Et il va avoir un peu de mal avec le côté à la rude, voilà, ouais. On cherche son eau, on est obligé de descendre très très loin, on a froid, voilà, c'est très rudimentaire. Pourquoi pas, je sais pas ce que ça va donner. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois, c'est long à faire l'alimentation. Il y a moins de films qu'au César. Oui, c'était plus court que César, ouais. C'est vrai. Non mais il y en a moins qui sont présents. Donc voilà, on vous laisse regarder donc vous avez vu cette présentation. Maintenant, on va un autre jour filmer et vous présenter nos pronostics sur les films. Encore une fois, on vous dit, il y a quelques films qu'on n'a pas vus, donc ouais, certaines catégories, ça sera peut-être 2-3 qu'il faut que tu rattrapes quoi. Ouais, c'est ça. Il y en a 2-3 que je vais encore rattraper, c'est pour ça que je retarde, parce qu'on aurait pu le filmer de la suite, mais je voulais attendre un petit peu d'avoir 2-3 rattrapages en plus, notamment Belfast qui est au cinéma actuellement et que j'ai pas encore eu le temps d'aller voir. Que je te conseille. Donc voilà, on va essayer de rattraper, enfin moi je vais essayer de rattraper encore les 2-3 films qui me manquent, et puis on se redit très vite pour les prédictions, enfin les pronostics sur ces Oscars. Voilà, à plus, finité. In quota